Malgré tout, la réalité, c'est aussi que la concentration des minerais diminue. Donc ça, c'est quelque chose qui est difficile à éviter. Quand il y a moins de concentration, il faut casser plus de roches, okay, pour aller chercher la même quantité de minerais. Donc, il est certain que malgré les gains en productivité, on doit faire des trous plus gros, on doit casser plus de roches, déplacer plus de terre pour aller extraire le minerai. Donc ça, c'est une réalité qui est certaine. Et à travers ça, il y a une autre réalité, qui est la réalité que les mines, dans un marché cyclique, vont avoir tendance à essayer d'échapper à leurs obligations finales. C'est-à-dire qu'il faut nettoyer une fois qu'on ferme la mine, mais une fois qu'on est rendu là, bien, tous les profits sont faits. Donc, l'intérêt de rester pour dépenser des centaines de millions de dollars pour nettoyer, c'est plus difficile à justifier. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de mines qui sont abandonnées au Québec et ailleurs. Donc, beaucoup de mines orphelines qui reviennent sous la responsabilité de l'État. Donc, juste au Québec, en à peu près 4 ans, 3 ans, entre 2009 et 2012, l'estimation des coûts pour la remise en état des sites, et quand on dit remise en état, on ne parle quand même pas d'un grand nettoyage, là, ici, est passé d'à peu près 300 millions de dollars à 1,2 milliard de dollars. L'an dernier, on est allé chercher à peu près 300 millions de dollars en redevances, un petit peu plus. Ça voudrait dire que, simplement pour remettre en état les sites orphelins avec l'évaluation actuelle, là, ça voudrait dire qu'il faudrait au moins mettre 4 ans de redevances, de toutes les redevances qu'on va chercher, qui iraient simplement dans la remise en état des sites et qui donc ne serviraient pas à l'ensemble des citoyens. Donc, c'est un problème important au Québec, c'est un problème important majeur. Okay. Quand on veut développer aujourd'hui, on doit développer dans un contexte de développement durable. Il y a différentes définitions de développement durable. Donc, ce dont je veux parler ici, c'est la définition étroite, qui est celle retenue par la loi sur le développement durable au Québec, mais qui est aussi celle retenue par la plupart des grands organismes internationaux. Développement durable, ici, ne veut pas dire protéger vraiment des ressources non renouvelables, veut dire s'assurer que sur le long terme, quand on va avoir fermé la mine à la fin, on va laisser une région dans un état économique soutenable, si on veut. Okay? Donc, ce n'est pas une définition aussi solide que certains aimeraient le voir, mais c'est ce qui est retenu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire développement durable pour l'industrie minière? Donc, ici, c'est une reconnaissance du Global Mining Initiative, donc un groupe de minières international. Donc, essentiellement, développement durable, ça veut dire équilibrer en différentes demandes. Les demandes des pays qui voudraient... qui s'attendent à ce que l'exploitation minière leur rapporte, favorise la croissance économique, les communautés locales qui voudraient qu'elles gèrent de l'emploi, qu'elles participent comme bons citoyens au développement local, les employés, les citoyens, organisations des droits de défense de la personne qui veulent que les minières se comportent et respectent les droits de la personne, même dans les États qui ne le font pas nécessairement, les organisations environnementales qui demandent des standards de performance élevés et, évidemment, à la fin, les investisseurs et les actionnaires qui, eux, veulent du rendement plus grand. Donc, il faut équilibrer tout ça et, évidemment, l'importance de toutes ces demandes-là ne sont pas égales du point de vue de la minière. Okay? Ce que reconnaît le Global Mining Initiative, il reconnaît aussi dans l'État, par exemple, on parle des mines orphelines, il reconnaît aussi cette réalité-là. Et ce que la Banque mondiale dit, c'est que oui, c'est le cas, mais ce ne sont pas aux minières de prendre la responsabilité et d'aller au-devant de ces responsabilités-là. C'est au gouvernement et aux citoyens de s'assurer que les lois sont en place, les règles sont en place et la supervision est en place pour s'assurer que les minières respectent les normes. D'accord? Donc, les minières reconnaissent leurs devoirs, mais disent ce n'est pas à nous de s'assurer qu'on le fait comme du monde, ce sera au gouvernement. Et ça, il faut donc en tenir compte quand on pense le développement minier, c'est que la responsabilité ultime revient à la communauté via leur gouvernement et qu'on ne peut pas se cacher en disant si la minière va le faire même si on ne lui demande pas, c'est pas comme ça que ça marche et c'est pas comme ça que c'est reconnu. Développement durable, comme je disais, c'est un aspect de dire il nous faut absolument que localement, il y ait un développement qui puisse être pérenne, donc après la fermeture de la minière. Donc, on me dit qu'il me reste déjà plus beaucoup de temps. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? La demande
pour le métal va rester forte au cours des prochaines années. Pour moi, ça ne fait pas de doute, avec la croissance de la Chine, avec la croissance de l'Inde. Par contre, les prix, eux, vont continuer à être cycliques. Pourquoi? Parce qu'on investit beaucoup à un moment donné dans le développement minier quand les prix sont élevés. Et là, on se retrouve avec assez de production pour faire chuter les prix. Donc, on ne peut pas penser à un Eldorado ici. Le Québec est un petit joueur, d'accord? Et il faut donc penser, voir comment est-ce qu'on peut, dans ce cadre-là, aller chercher un retour maximum pour les citoyens, pour le pays. Et on ne peut pas s'appuyer seulement sur les redevances. Il va falloir être plus intelligent. Il faudrait certainement mettre un petit peu à jour notre loi sur les mines, qui date un petit peu. Et je vais rapidement passer, là, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, sur un certain nombre de choses qui m'apparaissent importantes. Il faut respecter les buts minimaux du développement durable quand on pense à l'exploitation minière. Donc, développement économique et social des Premières Nations et des communautés locales impliquées. Il faut penser dans ce cadre-là. Il faut aussi un vrai programme d'inspection, ce qu'on n'a pas. Okay? Les inspecteurs, il y en a très peu, ils sont très mal outillés. Donc, il faut soit faire financer ça par l'industrie, un peu comme on le fait dans les usines de production animale, d'abattage, mais il faut faire quelque chose qui va nous assurer que les règles sont respectées. Il faut mettre fin au régime du free mining pour redonner au gouvernement la responsabilité du développement du territoire. Et évidemment, et ça, je n'ai pas le temps d'en parler, on pourra en parler plus tard, pousser pour au-delà de simplement l'exploitation. Dans le cadre de la malédiction des ressources, il ne faut pas simplement centrer notre développement sur les redevances. Il y a de l'industrie en amont, c'est une industrie de haute technologie, l'industrie minière, donc il faut pousser pour que le Québec soit encore plus présent dans la production en amont de haute technologie, dans la transformation secondaire, tertiaire. Il y avait un rapport hier de la Chambre de commerce de Montréal qui est assez intéressant là-dessus. Mettre en place un régime complet de redevance et de copropriété qui ne cible pas simplement l'exploitation, mais à l'exploration, il y a aussi des choses à faire. Et il faut viser à augmenter la productivité générale du Québec. Ce n'est pas les redevances qui vont sauver l'économie du Québec. Okay? Il y a beaucoup de choses. On me dit que j'ai déjà dépassé mon temps, donc je vais arrêter ici. Je voudrais vous remercier beaucoup pour votre attention. Je vais quand même faire un peu de publicité. J'ai un livre sur le défi des ressources minières que j'ai publié il y a quelques mois. Donc, si ça vous intéresse, là, j'en aurai ici. Merci bien. Merci beaucoup. Donc, nous avons le temps pour 2 questions à peu près. Donc, les micros sont au milieu. Donc, si vous voulez, vous avez des... Dans certains domaines, lorsqu'on vend la découverte d'un gisement, il y a beaucoup d'argent qui peut être fait. Si on regarde du côté de l'or, par exemple, aujourd'hui, ça coûte entre 50 et 80 $ de découvrir une once d'or. On peut la vendre jusqu'à 500 $ en place, okay, à une minière qui va l'exploiter. Donc, à ce moment-là, comme les gouvernements, avec le régime d'action structurante et accréditive et autres, vont soutenir l'exploration minière, il y aurait certainement une prise de participation sur les revenus qui peuvent être faits à ce moment-là, par exemple. Donc, il faut qu'on puisse aussi aller chercher une partie de la valeur là. Et l'intérêt de ça, c'est que si on participe à ce moment-là, on n'a pas d'impact sur l'exploitation comme telle. Donc, c'est un certain intérêt à regarder ça aussi. Oui. Est-ce que vous pourriez expliquer, j'ai vu que à la fin de votre présentation, vous parlez du syndrome hollandais. Est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu? Oui, le syndrome hollandais, c'est de dire quand on met trop, quand un secteur surchauffe, le secteur, par exemple, des matières premières surchauffe, eh bien, ça déstabilise le reste de l'économie. Au Québec, on n'aura pas ça avec l'industrie minière, mais par exemple, au Canada, on a vu que la surchauffe associée avec la production de pétrole a fait augmenter les salaires dans certaines régions, et même si on le vit dans les régions minières, là, il y a une déstabilisation. Et aussi, ce qu'on a vu, c'est que le dollar canadien a explosé, ce qui a nuit beaucoup à l'industrie manufacturière d'exportation. Donc, cette réalité-là, elle nous affecte directement. Et il faut en tenir compte quand on pense au développement. Et quand on pense au développement minier des régions, il faut être conscient de ça pour dire, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu, par exemple, de contrôler la production pour s'assurer d'un équilibre meilleur dans les régions minières et étirer un peu la production, par exemple.
Donc, merci beaucoup.